Qui l'eût cru? Ben, pas moi en tout cas. Je parle ici de la fin de saison des Canadiens de Montréal. Je disais en début de saison de pas trop se faire d'attente, que le CH était pas en mesure de compétitionner encore cette année, puis que c'était sensiblement la même équipe que l'an dernier, puis que le CH était pas un l'aîné près de faire les séries. Il y a toutefois un petit facteur. Je parle pas ici d'un imposteur que j'avais peut-être mal calculé ici. Puis, par petit facteur, je parle ici de Lane Hutson, qui a évidemment déjoué tous les pronostics puis surpassé les attentes d'à peu près tout le monde. Puis pas juste les miennes, là. Non, venez pas me dire que vous aviez prévu que Hudson allait être aussi bon que ça. Je vous avais demandé en début de saison de voter pour votre prédiction pour le trophée Calder sur Facebook, puis il y a seulement 24% d'entre vous qui avaient répondu Hudson. Puis quand je vous avais demandé combien de points qu'il allait faire, il y a personne qui a voté en haut de 50 points. Quand même! Hudson a terminé la saison avec 66 points, saison historique, on le sait. Puis le CH est maintenant classé pour les séries, non seulement grâce à cette brillante performance de Hudson, mais également grâce à celle de ses piliers. 89 points pour Suzuki, 37 buts pour Caulfield, même Slavkovski est en train de se trouver. Le tricolore s'est classé par la peau des fesses, oui, mais il faut remettre en contexte qu'on parlait d'un choix possiblement top 5 il y a quelques mois à peine. Donc, avec l'ajout, en plus, d'Ivan Demidov, puis la manière dont il a joué durant ses 2 premiers matchs, on peut se permettre de rêver, tu sais. Demidov, il a eu un impact immédiat sur cette équipe-là, mais c'est pas de lui que je veux vous parler aujourd'hui, ni du tricolore, parce que je suis convaincu que vous avez en masse entendu parler de Demidov et du tricolore dans les derniers jours, dernières semaines, puis que vous avez vous-même écouté ces 2 parties. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de d'autres espoirs dans la même situation que Demidov, donc des jeunes espoirs qui ont joint leur équipe en toute fin de saison. Je suis allé voir quelques matchs d'eux, puis je vous fais un petit compte-rendu aujourd'hui. Puis c'est le fun parce qu'on parle ici de joueurs des QV 2023-2024, donc des QV que j'ai suivis dans le cadre du podcast. Fait que si vous me suivez depuis ces années-là, ça va être intéressant de comparer justement l'évolution de ma pensée. Par ailleurs, le show est pas mal sorti du sac maintenant. J'en avais parlé sur Patreon pis ça, j'en ai parlé lors de la vidéo Mock Draft que je viens tout juste de sortir, mais j'ai joint il y a un peu plus d'un mois de ça l'équipe d'Elite Prospects à titre de Crossover Scout, en plus de m'occuper là, des repêchages de la CHL, mais c'est aussi... On s'en reparle une autre fois. Pour l'instant, je reviens sur Artem Levchunov, Gabriel Perrault, Matthew Wood et Dalibor Dvorsky. Des gars peut-être à surveiller pour vos poules dès la saison prochaine. Mais je ne parle pas de Ryan Leonard. On va avoir la chance de le voir en masse durant les séries. Surtout que ça s'en va en 7, là, cette série-là, je vous le dis d'avance. Je fais aussi un survol rapide du tournoi U18 qui commence dans les prochains jours. Je vous parle aussi de 2 espoirs éligibles au repêchage de 2025 qui sont très méconnu, mais gardez un œil dessus, le trifluvien Jérémy Loranger, qui vient de compléter une des meilleures saisons des 20 dernières années dans la BCHL. Production similaire à des joueurs comme Alex Newhook pis ça. Pourtant, on entend très peu parler de Loranger. Puis, je vous parle aussi d'un joueur dont vous allez commencer à entendre parler pas mal dans les prochains mois, je pense. El Gros May West, comme je l'appelle. Mason West. Un attaquant de 6 pieds 6 qui passait du USHS Prep à la USHL à la mi-mars. Puis qui paraît bien. Très bon patineur, mais avec des lacunes. On en reparle, mais un genre de Ouchie Wang à l'attaque, je dirais. Fait que si tout ça vous titille, restez à l'écoute. On start ça. Gros épisode. Le podcast Briser la glace, ça part maintenant. Comme dirait Mario Bros, ya, wahou, yippie. En tout cas, je l'ai pas très bien. J'espère que vous l'avez reconnu. Joyeuse Pâques aussi, en passant. C'est le moment, tant attendu, comme à chaque épisode, de vous donner mon excuse du mois de pourquoi j'ai pas publié beaucoup récemment. En fait, j'ai un visionnement à côté, mais aussi, dans le gros jus, I'm in the juice, comme on dit en anglais. Ma femme puis moi, on a décidé de changer de maison, de déménager, comme on dit dans le jargon immobilier. Fait que je donne un réno. Puis je dois dire adieu, c'est ça, à mes beaux murs blancs primer avec des traces de jaune DAP vieilli. Mais j'aime ça, être dans un réno, tu sais, ça me permet de dire des mots de genre Aspenite, Solive, puis 1532, en tout cas. D'ailleurs, le code promo de cette semaine, c'est Ryan Renaulard pour Renault, en tout cas.
valide dans toutes les quincailleries, là, validé par vous-même, essayez-vous. Mais j'aime ça, c'est hâte la construction, mais ils sont fatigués, ces gens-là. D'ailleurs, au 50e épisode, tourné devant public, il y avait précisément 50% des gens dans la salle qui étaient des gars de chantier, qui sont tous tombés endormis après la première heure. Bref, aujourd'hui... au moment d'enregistrer, 19 avril 2025, mais l'épisode va probablement plus sortir le mardi, je pense c'est quoi, probablement le 22 ou le 23, de quoi de même. Avril 2025, mine de rien, on s'approche vraiment rapidement du repêchage. Je vais pas faire de gros épisodes spéciaux pré-U18, mais je vous en glisse un mot quand même dans quelques minutes pareil, là, faire un petit survol des alignements et des joueurs à surveiller. Sauf qu'il y a du gros stock qui s'en vient là, sur le podcast Briser la glace, principalement sur YouTube d'ici le repêchage. Je vais sortir entre autres un premier mock draft. En fait, au moment de sortir cet épisode-là, le mock draft va fort probablement déjà être publié sur YouTube. Un mock draft pré-loterie, repêchage simulé en bon français. Qui va être plus concis, mais avec quand même des vidéos des joueurs puis tout. Mais c'est ça. Un coup la loterie faite, je vais sortir mon méga mock draft comme à chaque année. Une belle grosse cochonnerie de probablement 3-4 heures encore, avec des vidéos des joueurs, une analyse détaillée. Puis j'aimerais peut-être aussi faire la deuxième ronde. Si ces vidéos-là pognent, ça, je vous tends la perche, m'offrir la deuxième ronde aussi. Mais bon, si j'ai le temps, ça c'est une autre affaire. J'aime ça, faire ça. C'est juste des grosses vidéos étant féminin. Mais c'est ça, tu sais, ça me prend des semaines monter ces vidéos-là, mais ça serait très cool de vous donner mes analyses détaillées puis des vidéos des joueurs que je projette peut-être plus en deuxième ronde. Parce que pas mal convaincu que les gars du top 15, vous commencez à les connaître pas mal. Mais c'est ça, j'ai hâte de sortir cette vidéo-là de mon méga mock draft. Le guide ultime du repêchage, que je l'appelais la saison dernière. Puis pourquoi j'ai hâte autant que ça de le sortir? C'est que j'ai une hostie de bonne joke de communisme maoïste que je conserve depuis le mois d'août, juste pour cet épisode-là. Tu sais, ça vous donne une idée à quel point la joke est bonne. Pas autant que ma joke devienne oiserie toutefois. On topera jamais ça. Fait que c'est ça. Je vais aussi, d'ici le repêchage, vous demander votre participation pour des remises de médailles. Ça, c'est une nouveauté cette année. Je veux remettre des médailles à des joueurs, médailles fictives. Puis je vais appeler ça les pots maçons. Tout simplement parce que, bon, les joueurs, c'est des récipiendaires. Excusez-moi. On s'en reparle de ça aussi. Puis pour le mock draft de la communauté, ça aussi, ça va être de retour sur Facebook. Sauf que je vais faire ça dès la loterie. Je vais vous demander de voter pour chacun des choix, comme on l'avait fait l'an dernier. Je sais pas si on va refaire ça en musique, mais bon, à suivre. Je devrais refaire aussi un repêchage presque parfait encore cette année. Est-ce que peut-être une couverture du repêchage en direct, peut-être, qui sait? Mais avec des vidéos de highlights, pas juste 15 gars qui jasent. Je veux faire, pour ceux qui avaient écouté ce que j'ai fait la saison dernière sur la chaîne de Blue Chip Prospect, on l'avait couvert, pas live, mais on l'avait publié pareil. C'était juste nous deux. On décrivait chacun des joueurs, mais avec des vidéos, des highlights des joueurs. Donc, j'aimerais faire ça, puis peut-être le faire live. Sauf que je sais que j'ai pas le plus gros reach sur YouTube. Fait que j'ai pas envie de faire ça devant deux personnes, là. Écoute, j'ai fait ça sur Twitch pendant 3 ans. J'ai pas envie de revivre ce malaise. Mais si ça vous intéresse que je fasse un petit live YouTube lors du repêchage, écrivez-le en commentaire. S'il y a de la demande, on va s'arranger pour que ça se passe, tu sais. Mais c'est ça. Si ça intéresse personne, ben on le fera pas. Pour le tournoi U18 maintenant, je veux faire, c'est ça, une petite parenthèse avant de vous parler des joueurs que je suis allé voir cette semaine. Le tournoi va avoir lieu du 25 avril au 5 mai. Puis, je suis pas sûr que tous les aliments finaux sont sortis, là. Mais bref, ça risque de bouger encore. Mais par exemple, Team Canada, on sait qui a été invité au camp, mais je pense qu'il y a des noms qui vont pouvoir se rajouter. Puis on le souhaite parce que vous allez voir, c'est assez mince, Team Canada, cette année pour le U18. En gros, les gros noms qui sont éligibles au repêchage de cette année, qu'on sait qu'ils vont être là, il y a Jackson Smith en défense, défenseur gaucher de 6 pieds 3, qui devrait avoir un très gros rôle dans cette équipe-là. Ensuite, à l'attaque, là, je pense que ça va vraiment tourner autour de Braden Coots, Brady Martin et Cameron Schmidt. Il y a Michael Misa qui n'était pas au camp, mais
je pense qu'il pourrait participer au tournoi. J'ai pas vérifié. Si vous avez l'information, gênez-vous pas pour l'écrire en commentaire. Puis gardez un œil également à l'attaque sur Ethan Zata, qui est un riser depuis quelques mois, qui pourrait devenir là, un choix de 2 ou 3e ronde lors du repêchage. Un joueur plus d'énergie, je dirais, mais avec des bonnes mains. Puis là, dans un contexte de même de compétition internationale U18, je serais pas surpris que ce soit le genre de gars qui pourrait terminer point per game dans le tournoi. Il y a Lev Kadzin qui est également à surveiller, mais un joueur de 5 et 8 toutefois. Puis il y a aussi des joueurs éligibles l'an prochain qui seront à surveiller. J'en parle pas trop, mais je vous donne l'eau à la bouche quand même. Ryan Rubrook, que je n'ai déjà parlé, mais un centre de 6 pieds 4, projeté pour être un choix top 5 l'an prochain. 87 points en 64 rencontres cette année à sa saison D-1 dans la OHL. Il y a également Alessandro Di Iorio, qui est un autre attaquant de premier plan pour l'an prochain, peut-être un choix top 10, top 15, je crois. Puis évidemment, surveiller Xavier Villeneuve, le Lane Hudson québécois, tout simplement. Défenseur 5 et 10, hyper dynamique, qui devrait connaître, je crois, tout un tournoi s'il obtient du temps de jeu, évidemment. Parce que je pense que Xavier Villeneuve, avec du bon temps de jeu, avantage numérique, etc., pourrait être un candidat pour être le joueur du tournoi. Je suis très high sur Xavier Villeneuve. Sinon, c'est ça. Pas une grosse équipe, vous verrez, pour Team Canada, du moins en date d'aujourd'hui. Puis j'en parlais en début de saison, là, à l'été dernier. C'est une excellente cuvée pour le Canada en général, pour la CHL et tout, sauf que la plupart des joueurs sont des joueurs late, donc nés entre, dans le fond, la mi-septembre et le 31 décembre. Fait que les Roger McQueen, Porter Martone, Malcolm Spence, Lyndon Lakovic, Justin Gabourneau, Carter Bear, Kashan Aitchison, David Bitkowski et compagnie ne sont pas éligibles au tournoi U18. Puis bon, certains sont blessés aussi, ça aide pas. Matthew Schaefer est blessé, il aurait été éligible. Puis même, bon, comme à chaque année, il y a des gros noms comme Gavin McKenna, Landon Dupont, Caleb Desnoyers, Jake O'Brien, Cameron Reed, Luca Romano, Henry Brustevich, qui sont encore en séries éliminatoires dans leurs ligues respectives. Donc, présentement, sont pas disponibles. Mais peut-être que ça pourrait changer d'ici là, on se le souhaite. Mais c'est pas une grosse équipe, sinon. Mais c'est ça. Probablement, en fait, que O'Brien puis Cameron Reed, je pense que c'est 2 gars qui pourraient se faire éliminer puis se ramasser avec Team Canada. J'aimerais beaucoup voir le duo de Jackson Smith et Cameron Reed, ou, comme on l'appelle dans le milieu, Marguerite et la bête féroce. Je déraille. Luca Romano serait également une très belle addition pour cette équipe-là qui manque de punch à l'attaque. Et bizarrement, il y a des gars disponibles qui ont été ignorés, encore une fois, par Team Canada, dont Philippe Veilleux. Bref, il fallait que j'en parle. Les Suédois, toutefois, vont être excessivement forts. De loin, les favoris, à mon avis. Je suis grippé encore. J'enregistre back-to-back le mock draft dans lequel je dis j'étais grippé. Puis j'ai oublié de dire que je me surnommais Lady Grippette. Là, je pense que je suis trop profond dans mes références obscures, mais go, checkez Lady Grippette sur YouTube. Remerciez-moi plus tard. Fait que je parle du nez plus que d'habitude. Désolé. Mais c'est ça. La Suède, c'est pas, d'un point de vue repêchage, c'est pas leur meilleur QV. Évidemment, ils ont Frandel puis Eklund qui pourraient sortir tous les deux top 10. Sauf qu'ensuite, ça s'essouffle très rapidement. Il y a une belle profondeur dans ce repêchage-là, mais en termes de upside offensif, c'est quand même plus limité. Puis, ce qui les aide toutefois pour justement ce tournoi U18-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs late. Je disais que Team Canada, c'est tous des late, donc il n'y a pas grand monde de disponible pour faire l'équipe. La Suède, c'est l'inverse. Il y a juste Eklund ou à peu près qu'il est late. Puis ils ont aussi d'excellents joueurs éligibles l'an prochain qui vont se joindre à eux parce que leur série, eux autres, se termine plus tôt que la CHL, fait que ça aide. Mais à l'attaque, pour vous donner une idée, on retrouve des joueurs éligibles en 2025, dont Frandel, Gastrin, Eric Nilsson, Jacob Izvozniak, Victor Klingsel, Eddie Ginborg, Arvid Drott,
Theo Stocksilius, Novotny, Ekberg et j'en passe, en plus de joueurs éligibles l'an prochain, Viggo Bjork et Ivar Stenberg, deux des très bons espoirs en vue de 2026, qui ont été parmi les meilleurs joueurs de la J20 nationale cette année. Puis en défense, Sacha Boumedienne y est là, même s'il évoluait dans la NCAA cette année, ainsi que les réguliers qu'on est habitué de voir là, sur les compétitions internationales pour la Suède, là, Hallqvist, Vass, Anborn, Bjorkström. Bref, grosse équipe. Puis d'un but, écoute, ils ont deux gardiens avec des noms exceptionnels. Mangos puis Love Arenstram. Écoute, ils n'ont pas le choix de se sauver avec la médaille d'or. Sinon, autre équipe avec un line-up fort intéressant, c'est la Tchéquie, avec des joueurs comme Adam Benyák, qui a toujours dominé sur la scène internationale, même si ça a été plus difficile dans la USHL cette année. Mais également Wojtek Chihar, ou comme on l'appelle au Québec, Chiar. Tomasz Politin, le gars de la viennoiserie, David Rosival, puis Vít Zahejský aussi, là, qui est généralement fort là, en compétition internationale. Ils ont également Adam Novotny, éligible l'an prochain, qui est un bon espoir aussi. En défense, Radim Mrteka et Max Shenishka vont être là, deux droitiers format géant qui jouent dans la WHL. Shenishka, je l'ai déjà parlé, mais un des gros risers cette année. Puis s'il y a un gros U18, je pense qu'il pourrait cimenter sa place dans le top 40, possiblement même en première ronde. Fait que deux gros défenseurs droitiers au potentiel de première ronde ici pour les Tchèques. Puis je m'attends à un gros tournoi, évidemment, comme je disais, de Adam Benyák et Vít Zahejský. Pas assez pour redorer leur cote. Là. Je pense que c'est des gars qui vont sortir quand même très loin vu leur gabarit et qui ont eu de la misère à transposer leur jeu en Amérique du Nord. Mais pour cette compétition-là, il devrait être fort agréable à regarder. Puis Chiar et Politin sont deux gars qui jouent un jeu déjà très pro. Fait que j'ai hâte de voir si l'upside offensif va ressortir lors de cette compétition-là. Mais pour un gars comme Tomasz Politin, qu'on voit déjà dans... et même Chiar, là, en deuxième, troisième ronde dans la plupart des listes, peut-être qu'il pourrait monter là, plus entre... 32 et 50 dans la majorité des listes s'ils connaissent un bon tournoi. Puis... Gardez un œil, Matus Kucharczyk, gros bonhomme qui a eu des flashs intéressants. Je l'ai juste regardé, je pense, 3-4 fois. Mais il y a des flashs 6 pieds 3, je pense, un centre. Regardez ça. Malheureusement, notre chum, Václav Nestrasil, ne sera pas là. Ça aurait été tout simplement trop fort. Pour la Finlande, pas grand-chose à se mettre sur la dent ici. On en parle depuis longtemps. C'est une cuvée excessivement triste pour la Finlande. Je pense qu'ils vont devoir attendre jusqu'en troisième ronde avant d'entendre un premier joueur être repêché. Puis pour vrai, je serais même pas surpris qu'il n'y ait pas de Finlandais dans les 3 premières rondes, que ça doit aller jusqu'à la 4e. Il y a Max Westergaard, puis les défenseurs Lasse Brelius et Jesper Kotajärvi qui devraient être les principaux joueurs de cette équipe-là. Ate Yuki également gardé à l'œil aussi, mais c'est plus un joueur de support. Toutefois, surveillez le défenseur Verti Svensk. Il manquait un cas. Verti Svensk, éligible l'an prochain. Mais sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur le roster de la Finlande. Là, ça vous donne une idée. Pour les Américains, on sait que leur équipe du NTDP en a arraché beaucoup cette saison. En fait, ils ont réussi à gagner là, autour de janvier-février. Ils ont eu quand même une bonne séquence, mais il y avait un gros manque de cohésion quand même dans cette équipe-là, manque d'intensité. Pour ma part, il n'y a aucun joueur du NTDP qui mérite de sortir en première ronde cette année. Mais leur équipe devrait bien performer malgré tout, là, puis aussi malgré qu'il ait perdu 4-3 contre la Norvège en match amicaux. Match amicaux, je parle pas de Carter amicaux, là, mais bref, c'est quand même 4-3 contre la Norvège, là, c'est gênant. Puis je pense en fait, c'était 3-0 pour les États-Unis, puis il restait 5 minutes à jouer, puis la Norvège a marqué 4 buts back-to-back, si je me trompe pas. Bref, c'est gênant. Mais sur le NTDP, c'est une équipe qui a joué ensemble toute l'année. Donc, je parle de manque de cohésion. Ça reste qu'ils ont plus de chimie que des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais ils ont aussi ajouté des gros noms à cette formation-là. Puis je pense qu'elle a la clé. Colin Potter puis Will Horkoff, entre autres, à l'attaque. 2 anciens du programme qui avaient quitté pour la NCAA, qui reviennent avec le programme compte tenu que c'est des gars encore éligibles U18, là, contrairement à James Haggins, mettons. Puis il y a Ben Keevan qui a également joué quelques matchs avec le NTDP, que vous avez également vu lors du Linka. Puis il y a Blake Fiddler, un défenseur droitier de 6 pieds 4 américain, mais qui évolue en WHL, qui va encore une fois rejoindre l'équipe pour le tournoi, ainsi que Chase Reed, sauf que lui est éligible en 2026
athlétisme et c'est un très bon défenseur également. C'est pas Mozart d'ailleurs qui disait dans un de ses livres l'ajout de joueurs comme Potter, Kevin et Fiddler va ajouter beaucoup de vitesse à cette équipe qui manquait beaucoup de dynamisme. Mais il me semble que c'était lui qui disait ça. En tout cas, autre nom à surveiller pour les Américains, les frères Motrin, 2 attaquants, Teddy, éligible cette année, et Casey, éligible l'an prochain, ainsi que Everett Baldwin, défenseur droitier de 6 pieds. Les 3 ont passé du USHS Prep à la USHL/NTDP dans les derniers mois, dernières semaines, et devraient participer au 8-18. Non, je pense que Everett Baldwin ne participera pas, je pense qu'il n'y a pas de place pour lui, mais les frères Motrin devraient être là. Puis, entre autres, bref, les 3 ont fait de bonne impression à date dans la USHL. Fait gardez un œil sur ces 3 noms-là. Teddy Motrin, Everett Baldwin, 2 noms que je pense qui pourraient passer sous le radar quand même lors du repêchage 2025, mais qui pourraient devenir des bons choix dans les prochaines années. Puis Casey Motrin, je pense qu'on va plus en parler, lui, l'an prochain. Ça m'étonnerait qu'il passe sous le radar. Pour conclure, pour la Norvège, Mikael Eriksson, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, place au menu principal. Donc, dans un premier temps, je suis retourné écouter Artem Levshunov, défenseur droitier de 6 pieds 2, qui avait été repêché 2e au total par les Hawks l'an dernier, pour qui je suis allé voir 4 parties, dont la game contre le CH que vous avez probablement toutes vues. Vous l'avez peut-être remarqué, en fait, Levshunov, il s'est souvent fait remarquer durant cette partie-là contre le CH, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Sauf que Levshunov a quand même joué une game typique, magnifique mobilité, du jeu robuste, mais surtout beaucoup d'agressivité sur la rondelle. On l'a vu à quelques reprises dans le match contre le CH, il a à quelques occasions rapidement sauté sur une rondelle libre pour se porter à l'attaque. Une des critiques que j'avais à son égard l'an dernier, c'est qu'il semble parfois oublier que c'est un défenseur, tu sais. Ce chaos-là est évidemment encore présent, puis je pense pas que ça va changer, mais puis je vois pas ça nécessairement d'un côté négatif totalement. Je t'avoue que c'est important que les défenseurs avec ce niveau de talent-là et de patin-là se portent à l'attaque. C'est primordial. C'est comme ça que tu crées des surnombres puis des avantages pour ton équipe. Sauf que ça doit être bien dosé, être imprévisible au bon moment, mais surtout, tu dois reprendre ta position éventuellement puis pas juste avoir 4 joueurs profondément dans la zone offensive, tu sais. Autre affaire, tu dois pas pinch quand ton partenaire de jeu, ton autre défenseur, est déjà commis, tu sais. Puis en ce moment, c'est ça que Levshunov a un peu de la misère, tu sais. Il va continuer à apprendre tout ça parce qu'en ce moment, il attaque pas mal à chaque occasion qui se présente. C'est ça, c'est pas toujours le jeu à faire, mais qu'il apprenne à mieux doser ça, je pense qu'il va être encore plus dangereux qu'il l'est en ce moment. Ses coéquipiers vont devoir apprendre à jouer avec Levshunov également. Très souvent, les activations qu'il fait mènent à beaucoup de confusion dans les assignations défensives dans son équipe. Mais c'est un peu le problème quand on analyse les joueurs des Hawks cette année. C'est très souvent du gros n'importe quoi. Fait que c'est difficile d'analyser leur système. Puis David Saint-Louis en parlait dans une de ses dernières vidéos. Puis je peux vous confirmer que c'est ça. C'est le même feeling que j'ai quand j'essaie d'analyser une game des Hawks. Défensivement, pour Levshunov, j'ai aimé ce que j'ai vu par moment. Il a été perdu à quelques occasions. Le jeu a parfois semblé trop rapide également pour lui. Mais en règle générale, c'était correct pour un défenseur de cet âge-là. Surtout considérant d'où qu'il vient, tu sais. Je rappelle, il jouait au Bélarus il y a genre 2-3 ans de ça à peine. Il a monté les échelons excessivement rapidement. Mais encore là, il y a beaucoup de sa défense qui passe par sa robustesse puis son agressivité, encore une fois. Sauf qu'il doit apprendre, là aussi, à mieux doser puis à mieux timer ses jeux. On l'a vu à quelques reprises se faire avoir, justement, contre Montréal. Dont une fois où il a tout simplement été débordé par Patrick Laine. Ça, c'est pas normal, là. Je pense qu'il y a Slav aussi qui l'a pris à contre-pied. Ça a converti un 3 contre 3 en 3 contre 2, dans le fond, pour les Canadiens. Fait que il doit là, doser ses risques un petit peu, notre ami Lévy. J'ai toutefois aimé ce que j'ai vu physiquement. Il a appliqué de nombreuses mises en échec, puis même un reverse hit dans une des games que j'ai écouté. Un gars qui s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort que ça. Scanne bien la glace aussi avant ses récupérations. Je l'ai vu faire des bonnes relances, oui, via la passe, mais également en transportant lui-même la rondelle. Ses passes, en règle générale, étaient très précises. Je l'ai vu là, à quelques occasions aussi faire des passes là, de 2 lignes à un coéquipier en mouvement.
Sauf que c'est ça, il doit vraiment, comme je dis, apprendre à mieux choisir ses agressions. Exemple fort simple dans une des games que j'ai checké, l'équipe adverse ont repris la possession du disque en zone défensive, dans leur zone défensive, donc la zone offensive pour les Hawks. Il y avait déjà 2 joueurs, dans le fond, de l'équipe adverse qui étaient en zone neutre que Levchunov devait couvrir. Donc, il y en avait un à la ligne rouge, puis il y en avait un à la ligne bleue des Hawks. Puis il y avait un troisième homme qui s'emmenait, oui, à pleine vitesse en zone neutre. Du côté des Hawks, les 3 attaquants étaient encore en zone offensive, puis les 2 défenseurs étaient en zone neutre. Donc, ça se dessinait pour être un 3 contre 2 ou au moins, un 2 contre 2 peut-être. Fait que bref, la POC, elle s'en va vers l'attaquant adverse qui était arrêté à la ligne rouge. Fait que c'était écrit dans le ciel que ce gars-là va juste servir de connecteur pour prendre la POC puis la donner au gars qui s'en vient en pleine vitesse au centre de la glace en zone neutre. C'est évident. Sauf que Levchunov a pas lu ça comme ça. Il a décidé de pinch le gars à ligne rouge. Il a quand même réussi à semi-arrêter le jeu. Sauf que le gars à ligne bleue, il a récupéré la rondelle, leur donné à l'attaquant qui arrivait à pleine vitesse. Ça a donné un contre un et le joueur a marqué. Bon, on peut pas juste blâmer Levchunov évidemment sur cette séquence-là. C'est Levchunov qui a causé en fait le 1 contre 1, sauf que son partenaire de jeu, Kaiser, a lui aussi été pris à contre-pied. Il aussi a fait une mauvaise lecture. Il n'a pas vu le gars s'en venir à pleine vitesse. Puis le gardien, Spencer Knight, aurait dû arrêter cette rondelle-là. Là. Il n'y avait pas de raison de ne pas arrêter ça. Mais bref, pas le meilleur jeu de Levchunov. Mais tu sais, j'apprécie, c'est ça, les joueurs qui sont agressifs sur la rondelle puis qui pinchent, mais il y a des moments pour le faire, puis ça, c'était pas nécessairement le bon moment pour le faire. Sauf que ce qu'il sauve, Levchunov, ça a manqué de sauver sur cette séquence-là, c'est que ses attaquants, dans le fond, les attaquants des Blackhawks sont généralement très rapides. C'est ce qu'ils ont misé sur lors des derniers repêchages. Tu sais, Oliver Moore, Frank Nazar, AJ Spilacci, peut-être John Mustard même qui pourrait joindre l'équipe. C'est tous des gars très, très, très rapides. Sauf que c'est ça. Puis tu sais, comme je disais, son partenaire de jeu, Kaiser, va devoir apprendre à jouer avec Levchunov parce qu'il va avoir à affronter des 2 contre 1 très régulièrement. Il va devoir les jouer mieux que ça aussi. Mais overall, Levchunov, il a vraiment eu des beaux flashs, je trouve. J'ignore encore dans le fond, c'est quoi son plafond offensif, puis s'il va devenir un grand producteur de points ou même le corps arrière de cette équipe-là sur le jeu de puissance. Mais il fait aucun doute qu'il a tous les outils pour jouer sur un top 4 puis devenir un défenseur qui va exceller en transition, qui va être capable de joindre le rush, de s'activer en zone offensive, de créer des surnombres. Un joueur qui va jouer très robuste. Éventuellement, qui va être très fiable défensivement aussi grâce à sa mobilité, sa robustesse puis sa bonne lecture du jeu. Un gars qui pourrait manger des grosses minutes, je crois, avec du temps en désavantage numérique même, ainsi que peut-être sur une deuxième, voire même une première vague du jeu de puissance. D'ailleurs, dans une des games que j'ai vues, il a joué sur le premier jeu de puissance dans une de ces games-là, puis il a été très bon. En fait, c'est pas nécessairement le gars qui a le meilleur play driving ou la meilleure fabrication de jeu, sauf que, comme je disais, il est mobile, il est agressif, puis il a un excellent lancer. J'en ai pas parlé, mais c'est une de ses grosses forces, tu sais. En fait, je le préfère peut-être même du haut des sacs des mises en jeu, tu sais. Mais à suivre, tu sais. Je pense que s'il continue à devenir un meilleur fabricant de jeu, je pense qu'il pourrait devenir le corps arrière des Hawks, même si je pense que deuxième vague serait peut-être plus approprié dans son cas. Mais bref, je sais qu'il y a eu des critiques que les Hawks l'ont repêché, le deuxième overall, mais il a vraiment eu l'air d'un NHLer ici. Il reste juste à voir là, si ça va être un gars de deuxième paire ou si ça va être leur futur premier défenseur. Un autre que je suis allé voir, puis que lui, ben, je m'attends à avoir beaucoup de questions sur lui en vue justement de la prochaine saison des Poules. C'est Gabriel Gabe Perreault. Qui a joué un total de 5 parties avec les Rangers en fin de saison, cumulant un beau gros 0 points. Perreault, juste pour remettre en contexte pour ceux qui le connaissent, peut-être pas, il était repêché 23e au total par les Rangers en 2023. C'est le fils de la légende estrioise, je sais pas si c'est ça demain qu'on le dit, Yannick Perreault. Gabe faisait partie du fameux trio avec Will Smith et Ryan Leonard qui ont dominé le NTDP, Team USA ainsi que Boston College.
C'est un ailier 5 et 11 hyper créatif et dynamique qui avait glissé lors du repêchage en raison de son patin puis de son manque de force physique. Puis j'étais de cette école de pensée-là. Évidemment, ça sautait aux yeux que Perreault avait des mains et une créativité incroyable. Un jeu quand même assez junior, avec un patin qui manquait d'explosion. Puis il se faisait souvent dominer physiquement. Fait que moi aussi, ça me faisait peur et on comprend pourquoi il a glissé. Sauf que j'en ai reparlé au podcast entre-temps. Le patin de Perreault s'est énormément amélioré depuis son année de repêchage. Il va jamais être un patineur élite, sauf que il y a maintenant au moins la vitesse pour suivre le jeu, puis il y avait déjà l'agilité, en fait. Là, c'était vraiment l'explosion là, qui manquait dans son cas. Sinon, il y a la vision, la créativité, les mains, les tromperies dans son jeu pour aisément jouer sur un top 6 de la LNH, je crois. Surtout que j'avais hâte, là, en le regardant dans la LNH, de voir comment il allait s'adapter, de jouer, en fait, avec des joueurs différents pour une première fois en genre 4 ans. Sauf que c'est ça. 0 points, 5 parties, vous comprendrez qu'il n'a pas tout arraché dans la LNH. Mais il n'y a pas eu tant de temps de glace que ça non plus. Entre 13 et 16 minutes par match. Puis je ne pense pas l'avoir vu jouer sur l'avantage numérique non plus dans les parties que j'ai écoutées. Il a quand même eu la chance de jouer avec Lafrenière et JT Miller à 5 contre 5. Dès le premier match, là, il aurait pu facilement amasser 2 points, là, sauf que, bon, évidemment, eu 0 points. En partant ses premiers chiffres, magnifique setup pour Alexis Joseph, Alexis Lafrenière. Une belle no-look pass là, dans l'enclave. Alexis n'a pas pu capitaliser là, malheureusement. Mais tu sais, vous voyez encore, no-look pass dans l'enclave, c'est 100% un jeu de Gabriel Perreault. Mais est-ce que ça va se transposer? C'est ça qui reste à voir. Mais il l'a réussi, ce jeu-là. C'est Alexis qui n'a pas complété. T'sais. Un peu même chose avec Brodinski. Perreault, il a remis la rondelle dans le slot. Sauf que c'est ça, je pense que Brodinski avait pogné le poteau lors de cette séquence-là. Mais c'est ça, à part ça, les flashs étaient quand même limités, je dirais. Il a essayé des jeux très flashy comme on le connaît. Mais je pense qu'il s'est vite rendu compte qu'il va devoir adapter un peu son jeu au style puis au rythme de la LNH. La pression des défenseurs arrive beaucoup plus vite que dans la USHL et dans la NCAA. Physiquement, ça a quand même été difficile aussi pour Perreault. Puis même si son patin est beaucoup meilleur qui était, la coche avec la LNH est très élevée. Puis je vous dis tout ça, c'est pas clair si je parle de Gabe Perreault ou si je fais une projection de Jake O'Brien dans 3 ans. Ça me fait soudainement peur de voir. Pas que ça a été si difficile que ça, les games de Perreault, mais il n'a pas été dominant. Puis il a été repêché, ça fait déjà 2 ans de ça. Fait que là, O'Brien, que je trouve qu'il a quand même un profil similaire, des lacunes similaires, je vous avouerai que ça m'a quand même glacé le sang un petit peu. Mais bref, c'est deux joueurs, 2 fabricants de jeux hyper flashy, créatifs dans le junior, dont le patin et la force physique est plus limitée. Mais je pense que c'est le genre de joueur que si ça clique, ils peuvent devenir des super vedettes, tant O'Brien que Perreault. Mais ils peuvent aussi devenir des joueurs que ça cliquera pas puis qui vont jamais atteindre les attentes. Mais je suis très optimiste dans leur cas. Puis tu sais, vous le savez, j'aime pas les joueurs... dans le fond, j'aime les joueurs au jeu mature, généralement. Plus gros, plus physique, facilement transposable. Puis je suis pas un fan nécessairement des joueurs flashy dans le junior. Sauf qu'à un moment donné, t'atteins un niveau de talent à un moment donné que tu peux pas ignorer. Puis je pense que dans le cas de Perreault puis O'Brien, leur talent est élite. Puis aussi, c'est que je pense qu'ils ont montré qu'ils sont tous les deux capables de s'adapter en corrigeant des lacunes qu'on leur avait reprochées. Dans les 2 cas, on leur reprochait leur patin, ils ont amélioré leur patin. T'sais. Comme je dis, c'est pas encore élite, mais au moins ils sont adaptables contrairement à d'autres joueurs. T'sais. Je pense que sont prêts à mettre les efforts pour réussir, puis ça compte pour beaucoup dans une évaluation, je crois. Fait que je pense que les 2 devraient être en mesure de s'adapter à la LNH éventuellement et de devenir des solides producteurs de points dans les années à venir. Mais peut-être qu'il va falloir être patient. Donc, je sais pas, Perreault, il peut autant exploser l'an prochain, autant ça peut être une saison de 30 points. Mais tu sais, vous connaissez le dicton, tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles que souvent en tombant, je me suis fait mal. Le 3e joueur que je suis allé
Écoutez, visionnez, regardez pour vous, c'est Matthew Wood, centre/ailier, 6 pieds 4, 205 livres, repêché 15e au total en 2023 par Nashville. Un Canadien que vous avez pu voir 2 fois au U18 et 1 fois au U20 cette année en fait. Qui a évolué pour l'Université du Connecticut et l'Université du Minnesota dans la NCAA dans les dernières saisons. En 6 matchs avec les Preds en cette fin de saison, Wood a amassé une belle petite passe. Wood, c'est un gros bonhomme avec des mains magiques, principalement un marqueur, je dirais, mais aussi capable de passer, qui avait un des très bons lancers du repêchage 2023, je crois. Sa grosse lacune, déjà à l'époque, c'était son patin. Pire que Perrault, même. J'ai envie de dire cette phrase-là sans mon pop filter. Attends un peu. Pire que Perrault. Bon, ça, c'était le bout ASMR du podcast. Ouais, Matthew Wood, patin, excessivement déficient. Je sais pas si je vais le garder au montage, ce bout-là. C'était nul à chier. Mais ouais, c'est ça. Wood a joué son premier match dans la LNH contre Montréal, donc vous l'avez probablement vu, puis il s'est démarqué quand même assez rapidement, dont sa première séquence, une belle passe à Michael McCarron, avant d'aller se positionner dans l'enclave pour une chance de marquer. Ça, c'est pas mal Matthew Wood, sauf que vous l'avez peut-être vu, mais le reste de son match a été très tranquille. Quelques bons tirs par-ci par-là, mais il était souvent en retard sur le jeu, pas de tempo, pas un facteur physique non plus malgré son 6 pieds 4. Sa vitesse manquait beaucoup. Puis il a aussi fait une grosse crampe au cerveau. Il y a eu une grosse crampe au cerveau, devrais-je dire, dans lequel il a redonné la rondelle à Anderson alors qu'il avait du temps là, pour faire un bon jeu. Malheureusement, pas mal les mêmes critiques que j'avais à son égard en 2023. J'étais vraiment pas le plus high sur Wood. Puis tu sais, je vous le dis, j'aime les gros bonhommes d'habitude, mais quand il y a des lacunes de même, je suis capable de me raisonner puis me dire que je les aime pas. Sauf que ces défauts-là sont encore plus amplifiés en ce moment dans la LNH. Donc, pour moi, ces matchs-là m'ont pas convaincu sur Matthew Wood. Tu sais. Il y a eu quelques bons jeux défensifs grâce à une bonne anticipation et sa longue portée. Ça reste un gars intelligent puis grand. Sauf que plus souvent qu'autrement, ses limitations en termes de patin et tout ça l'empêchaient d'arriver à temps sur le jeu. Durant la partie contre Montréal, fait intéressant, Pierre Roud nous a avoué que son rappeur québécois préféré... en fait, je vais lui poser la question. Pierre, c'est qui ton rappeur québécois préféré? Manu Militari. Bon, j'en vois plus un dire que je parle juste de punk puis de métal. Sinon, ben, je vous dirais que c'était pas mal le même constat pour Matthew Wood dans mes autres parties visionnées de lui en LNH. Il y a eu quelques bons flashs contre Dallas, entre autres, une belle feinte en 1 contre 1, quelques bons tirs de loin sur le jeu de puissance, mais sinon, ça manque encore de tempo, de vitesse, puis même de force physique, bizarrement, pour compétitionner contre des messieurs. Il est grand, mais ça n'a pas l'air d'être le plus fort encore. Sauf que, bon, avec ces gros bonhommes-là, il y a toujours plus de place pour ajouter de la force physique. Puis, tu sais, c'est juste 5 matchs. Il jouait 10 minutes par match pour une des pires équipes de la Ligue. Puis, tu sais, vous l'avez vu contre Montréal, là, il jouait avec Michael McCarron. Là, fait que c'est plus difficile de s'exprimer offensivement. Mais pour l'instant... Je vois plus un gars de profondeur, malheureusement, dans le cas de Matthew Wood. Sauf qu'il y a les outils pour peut-être avoir quelques bonnes saisons en carrière. Mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Surtout considérant la situation à Nashville avec un noyau de joueurs très vieux, signés à long terme, qui viennent bloquer des places sur le top 6. Des contrats qui vont être difficiles à se départir. Sauf que les Preds sont assurés de repêcher top 5 cette année, ce qui est une bonne chose parce que je pense pas que Matthew Wood va être leur futur super vedette. Mais je pense qu'il va quand même pouvoir se développer en bon joueur de la LNH. Mais écoute, le gabarit est bon, le tir est bon, les mains sont bonnes, sauf que présentement il est en retard sur le jeu, puis faut qu'il corrige ça.
Le dernier joueur que je suis allé voir là, avant de vous parler de l'Oranger puis de West, c'est Dalibor Dvorsky, qui a joué ses 2 premiers matchs, pas beaucoup de temps de glace, là, 10 puis 8 minutes respectivement, fait qu'un très faible échantillon, fait qu'à prendre avec des pincettes. Mais Dvorsky, centre 6'1", repêché 10e au total en 2023 par les Blues. Joueur lors de son année de repêchage que j'aimais la maturité dans son jeu, j'aimais beaucoup son lancer aussi, puis le fait que ce soit pas juste un sniper, mais également un fabricant de jeu, un joueur two-way. Mais je trouvais que le dynamisme manquait, puis il n'y avait pas d'effet wow dans son jeu. L'an dernier, donc à son année D+1, Dvorsky a joint la OHL puis a cumulé 88 points en 52 rencontres. C'est l'an dernier, ça. Cette année, il a encore monté les échelons. Ligue américaine, 45 points en 60 matchs, au 5e rang parmi les joueurs de moins de 20 ans, derrière Nadeau, Cagnogny, Savoie et Tristan Luneau, devant des joueurs comme Beck, Miroshnichenko, Kamel, McGroarty, Danielson, Furcus et compagnie. Fait que brillante performance cette saison dans la Ligue américaine pour Dvorsky. Fait que sur papier, tout indique que Dalibor est prêt à joindre la LNH la saison prochaine dans un rôle de bottom six chez les Blues. Sauf que Asti que son premier match a été tough. Un peu comme Wood, Dvorsky a été dominé physiquement. Il manquait d'explosion. C'était moins pire que Wood, là, toutefois, mais c'était pas au rythme de la LNH. Puis la game allait souvent trop vite pour lui, je trouvais. Il y a une séquence marquante là, dans laquelle il a récupéré une rondelle en zone neutre. En zone neutre, oui, désolé, là, je l'ai dit, j'ai grippé, là, mais... puis il a pas vu d'option de passe, fait qu'il a décidé de se replier dans sa propre zone en patinant de l'avant, mais l'attaquant adverse l'a pas lâché une seule seconde. Puis Dvorsky, il a pas été en mesure de gérer ça puis de trouver une option de passe, puis je pense qu'il a juste il s'est débarrassé de la puck au final. Fait que on voit le jeu il arrive plus vite, je pense, que ce qui est habitué. Il a été utilisé sur la première vague du jeu de puissance une fois. Il a obtenu une passe sur une brillante remise. Là, on va y donner. Il a vraiment bien paru là-dessus. Ça a été de loin son meilleur shift, mais c'était sur le power play. Mais ça donne quand même une idée du genre de joueur qu'il peut devenir. Comme je dis, un gars avec un bon gabarit, avec un jeu two-way, je crois. Très bon lancer, capable également d'être un distributeur. Fait qu'un joueur assez complet. Dans l'autre game que j'ai checké, contre Edmonton, un peu la même chose. Il a obtenu une excellente chance de marquer avec un bon tir du cercle des mises en jeu. Il a également eu une belle entrée de zone. Mais sinon, ça a encore été tough. Ça allait vite. Mais déboire Dvorsky, désolé, il a eu du succès dans chacune des ligues par où il est passé. Je réitère, c'est un joueur intelligent, physique, gros shot, capable de jouer défensif, bon fabricant de jeu également. Mais peut-être pas élite dans aucune catégorie. Puis je sais pas s'il est réellement prêt pour joindre la LNH encore ou s'il faut encore qu'il marine une petite année de plus dans la Ligue américaine, malgré qu'il a très bien joué cette année. Fait que peut-être faire attention dans votre pool l'an prochain si vous cherchez une recrue puis Dvorsky était sous votre radar. En plus, c'est excessivement contingenté sur le top 6, top 9 des Blues encore pour l'an prochain. Fait que tu sais, à moins qu'il y ait une blessure dans leur line-up, je serais surpris qu'ils percent l'alignement. En fait, tous les gars qui ont là cette année vont être de retour la saison prochaine, sauf Radek Faksa qui tombe agent libre. Puis tu sais, Dvorsky n'est pas à l'abri, qui signe d'autres agents libres en fait en cours de saison morte. Fait que bref, c'est ça. Puis d'ailleurs, ces deux parties-là, tu sais, je dis qu'il a joué 2 games dans la LNH, mais c'était pas 2 games collés. Il a fait des allers-retours dans la Ligue américaine entre ces 2 games-là. Puis je pense qu'il débute pas les séries pour les Blues non plus. Il est retourné dans la Ligue américaine. Fait que bref, faites attention avec Dalibor. Mais éventuellement, je pense l'année d'après, je pense Dvorsky va commencer à devenir un régulier dans la LNH. Puis je sais pas, je pense pas que ça va devenir un gars point per game, mais d'après moi, ça pourrait devenir un gars là, de 60-70 points là, si tout clique. Par ailleurs, comment est-ce qu'on appelle ça un skieur qui aime tellement sa passion qu'il en mange? Dvorsky. Bref,
là, je vous ai dit que c'était le dernier dont je vous parlais, que je vous parlais juste de 4 gars, mais je vous ai menti. Il y a un 5e que je veux parler rapidement, juste pour vous remercier d'être encore à l'écoute, puis vous remercier de me suivre. Puis si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Ça m'aide grandement, puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager les épisodes, les vidéos. L'algorithme YouTube aime beaucoup ça. Fait que si vous voulez m'encourager sans me donner d'argent, ben c'est avec les petits likes, les partages et les commentaires. Ça m'aide, dans le fond, à avoir plus de visibilité. Puis si jamais ça vous dit de donner quelques dollars sur une base complètement volontaire, j'ai un Patreon, patreon.com/briser la glace, dans lequel je promets aucun contenu, mais j'ai sorti quand même là, quelques bonus là, de 20-30 minutes là, pour l'instant. Puis je sais, je le dis à chaque fois, mais j'ai le premier épisode de mon podcast de board game, j'ai mes règles qui s'en vient. Il est écrit, il est juste pas enregistré. À suivre dans les prochains mois. Mais je le hype tellement. C'est sûr que ça va être mauvais, ça va intéresser personne. Mais bon, bref. Je vais vous parler d'un 5e joueur que lui, gardez un œil pour votre pool la saison prochaine. C'est notre chum Luca Cagnoni. Je parlais tantôt, c'est ça, des meilleurs joueurs dans la Ligue américaine, dans le fond, pour les joueurs de moins de 20 ans. Puis peut-être son nom vous a accroché l'oreille, parce que justement, il est terminé dans les meilleurs pointeurs de la Ligue américaine pour les joueurs de moins de 20 ans. Défenseur gaucher 5-9 toutefois, repêché en 2023 au 4e tour par les Sharks. 2 points en 6 matchs dans la LNH, mais 52 points en 63 parties dans la Ligue américaine. C'est un défenseur batèche. 90 points en 65 games dans la WHL la saison dernière. Sa production, dans le fond, de 52 points en 63 parties dans la Ligue américaine est la 2e meilleure récolte des 20 dernières années pour un défenseur de 20 ans et moins. Un seul petit point derrière Piquet Subban, qui avait joué 14 matchs de plus. Fait qu'on peut dire que c'est une des meilleures saisons ever des 20 dernières années, du tournoi du millénaire. Pour un défenseur de moins de 20 ans dans la Ligue américaine, c'est pas rien. Devant des gars comme Marc-André Gragrigny, Chris Campoli, Logan Mailloux, Vince Dunn, puis des mardes comme Slava Voinov et Tony DeAngelo. En points par match, c'est au 8e rang pour les joueurs avec au moins 20 matchs de jouer. Dans les eaux, dans le fond, de Zellweger, Luno, Brandstrom, Jordan Spence et compagnie. Puis comment je sais ça? Tout ça? Ben c'est grâce à mon abonnement à Elite Prospects Premium. Filtre avancé, accès à notre guide du repêchage qui s'en vient, le meilleur sur le marché by the way, puis surtout accès à nos rapports de visionnement. Puis Elite Prospects, ben, sont assez de chum pour vous offrir 30% de rabais sur votre abonnement annuel avec le code promo BLG30, briser la glace 30. Fait que c'est ça. Grosse saison pour le petit défenseur Luca Cagnoni, comme je disais, qui avait glissé en 4e ronde lors de son année de repêchage, simplement en raison de son gabarit et non parce que c'était un gars qui passait sous le radar. On savait qu'il était talentueux, c'est juste que il est petit. J'ai juste écouté une game, honnêtement, mais j'ai aimé ce que j'ai vu, puis je suis pas mal certain que ce que j'ai vu était répétable dans les autres parties, parce que ça ressemble au Cagnoni qu'on voyait dans le junior, puis il est capable de le transposer dans la LNH, tu sais. Évidemment, son gabarit va toujours être un enjeu, mais il est quand même assez trapu puis fort physiquement, je pense. Il y a un centre de gravité très bas, évidemment. Mais sa force, c'est vraiment son agilité, son intelligence. C'est pas le plus rapide ni explosif, mais il danse bien. Je vois beaucoup de parallèles avec Lane Hudson ici. Il aime beaucoup supporter l'attaque. Puis il le fait très bien là, dans une séquence, en fait. Réception de passe, 360, tout le kit. Bref, ce jeu de puissance aussi a très bien paru. Avec la saison qu'il a connue dans la Ligue américaine, je pense qu'il est prêt à débuter la saison à San Jose la saison prochaine. Toutefois, gros bémol, Sam Dickinson pourrait joindre l'équipe l'an prochain. Puis si les Sharks finissent premier et repêchent Matthew Schaefer, là, c'est 3 gauchers qui vont se battre pour le même poste, autrement dit. Là. J'aimerais terminer l'épisode d'aujourd'hui avec une question qui nous vient de Démence Laberge. Peux-tu nous parler de Jérémy Loranger, un joueur de Trois-Rivières qui a dominé la BCHL cette saison? Ah, c'est drôle, Démence, que t'en parles, parce que je viens de terminer quelques visionnements de Loranger, justement.
mes rapports de visionnement sont disponibles sur le site d'Elite Prospects, où le seront, le sous peu. BLG30, on le rappelle, Loranger, attaquant, listé à 5,9 par la centrale, qui le classe 149e parmi les espoirs nord-américains. Mais je pense qu'il est un peu plus grand que 5,9 toutefois. Il est même classé par la centrale devant des gars comme Lucas Karmiris, Daniel Zvorkzov, que vous connaissez probablement, Tanner Lamb, Jake Crawford et compagnie. Loranger joue en BCHL 105 points en 54 rencontres, 1,94 points par match, quasiment 2 points par match, c'est insane. À titre comparatif, Alex Newhook était à 1,92 points par match à son année de repêchage, fait que sensiblement la même affaire. Nado puis Jost qui était un petit peu plus haut, 2.09 et 2.17, sauf que ça reste dans les très bonnes performances des dernières années en BCHL. Évidemment, il y a peu de NHLers qui sont sortis de ce ligue-là, on le sait, mais Loranger a produit au même rythme que ceux qui ont réussi en réalité, tu sais. Récolte également supérieure à des gars comme Kerfoot puis Fabro, ainsi que Jamie Benn, mais on sait que Ben c'était un late bloomer. Je vous en parle rapidement, mais la première chose qui saute aux yeux quand on regarde Loranger, c'est sa vitesse. C'est un joueur excessivement dynamique, shifty, agile, manipulateur également. Il s'en sert très bien pour battre les adversaires de vitesse, être le premier sur la puck, passer la rondelle d'une zone à l'autre, se créer de la séparation avec son couvreur, prendre les autres joueurs de court en coupant rapidement vers le centre. Il est capable de réaliser des jeux à haute vitesse également, chose que c'est pas toujours vrai pour les joueurs de cette vitesse-là. Des jeux en mouvement également. Excellent passeur, créatif, beaucoup de one-touch pass dans ses jeux. Puis il m'a semblé être un bon marqueur également. Il y a certains des tirs que j'ai vus qui étaient vraiment peu convaincants. Puis certaines prises de lancer qui étaient douteuses aussi. Mais il y a une game en particulier où j'ai pogné que son tir était vraiment solide tout le long de la game. Des bons one-timers, entre autres sur le bumper. Puis j'ai fait un game report sur cette game-là, si vous voulez aller lire ça. Là, je décris un peu plus les séquences et les lancers qu'il a fait. Donc, très, très, très intéressant ici, Jérémy Loranger. Puis Loranger a surtout une excellente chimie avec son partenaire de jeu, Cale Dach. Aucun lien avec Kirby Dach. Puis Cale Dach, pas piqué des verres non plus. Imaginez un chou kale rempli de verre, ça serait pas yable. Mais laissez-moi 2 secondes pour vous vendre ma salade. Cale Dach, c'est un joueur que je dirais plus complet que Loranger, mais moins dynamique, plus grand également aussi. Son tir, je pense qu'il est meilleur, du moins plus constant dans les games que j'ai vus. C'est un joueur cérébral, tu sais, plus du style cérébral, excellent sur 200 pieds, mais lui aussi un dual threat, capable de passer et de marquer, avec des bonnes mains également. Fait que tu sais, c'est 2 gars hyper agiles, avec un bon patin, 2 dual threat. Fait que le duo ensemble est hallucinant. Fait qu'ils n'ont pas de misère à se trouver sur la glace. Puis les deux jouent ensemble aussi sur le désavantage numérique. Fait qu'ils sont excessivement dangereux. Fait que gardez un œil là-dessus. Jérémy Loranger et Cale Dach. Dur à dire aussi qu'ils vont sortir lors du repêchage, compte tenu que c'est des gars de la BCHL. C'est toujours difficile de projeter la BCHL à la NHL anyway. Mais je pense que c'est 2 gars qui méritent d'être repêchés. Puis qui pourraient, c'est ça, causer une surprise. Le dernier dont je veux vous parler, je vais faire ça rapide, mais je veux vous en glisser un mot parce que c'est vraiment un phénomène intéressant. C'est Mason West, ou comme je l'appelle, El Gros May West. Un attaquant de 6 pieds, 6 pouces, déjà au-dessus de 200 livres, qui jouait en USHS Prep, école secondaire, qui a maintenant joint la USHL. Puis que, honnêtement, j'ai adoré tous mes visionnements de lui. Ce qu'il faut savoir de May West, c'est que le gars, il sait pas encore s'il s'en va comme hockeyeur ou comme joueur de football. Le gars est corps arrière pour son équipe de football et a reçu des offres pour aller jouer en NCAA. Puis, il y en a qui parlent de lui comme un choix de 2e ronde pour le repêchage de la LNH. Fait que il y a une décision à prendre. Sa décision n'est pas prise encore. Je crois qu'il va la prendre au mois de mai. Puis ça va évidemment grandement impacter son rang de sélection. Mais c'est ça, s'il décide de jouer au hockey, moi je pense que c'est un gars qui pourrait sortir
entre 32 et 50, là, j'ai l'impression. Parce que 6 pieds 6 pouces, probablement le meilleur athlète de toute la QV, en fait. Excellent. Très bon patineur. Il a l'air d'avoir un bon shot également. Tu sais, j'ai pas vu tant de games que ça parce qu'il a pas joué tant que ça dans la USHL à date, puis il a pas eu des gros volumes de tirs. Mais les quelques tirs que j'ai vus avaient l'air très solides. Un gars également très fort, capable de jouer physique. La critique à son égard, je dirais, c'est beaucoup... peut-être le sens du jeu puis ses mains, mais c'est un gars qui joue de manière très instinctive pour l'instant, mais qui a un bon instinct. Ce qui m'amène au point que le gars, c'est un quarterback qui a des grosses offres pour jouer dans la NCAA. Je pense que ça paraît dans son jeu également, dans sa prise de décision. Le gars réfléchit vite, puis il voit les opportunités très rapidement. Fait que c'est un parallèle très, très, très intéressant. J'ai quasiment envie d'aller scouter ces games de football pour voir justement quel genre de quarterback c'est. Mais bref, un gars, je pense, intelligent, avec évidemment un gabarit fou raide, là, à 6 pieds 6, très bon patin, un athlète incroyable. Fait que, tu sais, s'il développe ses mains, son sens du jeu pour le hockey, vraiment, je pense qu'on parle possiblement d'un home run potentiel. Puis, anyway, à 6 pieds 6 avec ce patin-là, tu me colles ça sur une 4e ligne, puis il va jouer dans la LNH. Mais je pense que sky's the limit. T'sais, on a beaucoup vanté Prokhorov, le russe de 6 pieds 5, avec un bien meilleur lancé quand même que Mae West. Sauf que Prokhorov, aucun sens du jeu, pas capable de compléter de passe non plus, un gars vraiment nord-sud qui veut juste tout démolir. Je pense que Mae West a des attributs plus intéressants qu'un gars comme Prokhorov. Puis tu sais, je parlais d'entrée de jeu, c'est comme un peu le Ouchie Wang, mais à l'attaque. Tu sais, Ouchie Wang, c'est un peu ça aussi. Défenseur 6 pieds 6, patineur élite, mais qui ne sait pas jouer au hockey et qui n'est pas capable de compléter une passe. Mais West, c'est un peu ça aussi, je pense. Mais dans les deux cas, je pense que c'est des home runs. Puis je pense que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus projetable, en fait, de juste foutre un gars de même sur une 4e ligne plutôt qu'un défenseur, tu sais. Fait que, ouais, gros fan de West. Puis je pense qu'on l'a classé assez haut chez Elite Prospects lors de notre dernier classement. Donnez-moi une seconde, je vais regarder. J'étais pas prêt. J'étais pas préparé pour ça, guys. C'est rare que je fais ça. D'habitude, je suis préparé. Je l'ai pas, mais il me semble qu'on l'a classé dans la 2e ronde for sure. On est probablement les plus hauts là, sur lui en ce moment. Puis ce classement-là a eu lieu avant que je le regarde. Là, je pense que pas mal tout le monde l'a regardé parmi notre équipe de Crossover Scouts. Fait que je serais pas surpris qu'il maintienne sa position-là et peut-être même monte sur notre prochaine liste, selon justement s'il choisit de jouer au football ou au hockey. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous régurgiter cette semaine, ou ce mois-ci, je devrais dire. J'ai quand même sorti 2 épisodes en 2 jours, là, fait que pas si pire. Là, ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi les prochains épisodes. Ça va plus être des vidéos sur YouTube, je crois. Essayer de vous donner du contenu visuel pour que vous puissiez vous faire une tête vous-même sur les joueurs. Mais bref, merci pour votre écoute. Merci d'écouter mes niaiseries. Merci pour votre support. Très, très, très apprécié. Puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas, là. Je dis écrivez en commentaire, mais vous pouvez m'écrire aussi en privé si vous avez des questions. Je suis toujours là, toujours disponible, répondre à vos questions. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. J'ai fait un épisode en bas d'1 heure!